divergent de Corpus Fabric, qui s'intitule cette année du coq à l'âne et qui s'intéresse à la relation que nous entretenons avec les animaux. Vous avez été pendant 17 ans l'assistant de Jean Rouch, vous êtes anthropologue, vous avez également pris sa suite au mercredi du film ethnographique au Musée de l'Homme puis au Musée de l'immigration. Nous avons choisi de retenir et de montrer, de rediffuser dans le cadre de ce festival La chasse au lion à l'arc. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre invitation, j'ai envie d'être là. Je ne sais pas, vous connaissez probablement ce dicton, ce proverbe, tant que les lions n'auront pas leur historien, leur griot, les histoires de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Voilà. Alors que là, le lion est le héros. Ouais, c'est lui, c'est le grand fauve que l'on suit, que l'on piste, qui déjoue les pièges, et ainsi de suite. Qui blesse le berger. Voilà, qu'on ne tue pas n'importe comment d'ailleurs. Tout à fait. Et voilà, et au fur et à mesure, et qui est en lien avec les hommes. Et beaucoup des relations entre les humains prennent leur modèle justement dans le comportement des lions. Par exemple, cette histoire du chasseur qui va tuer le jeune lion, il sait, comme le dit Rochsillien, que si tu es un lionceau, eh bien, il perd son fils lui-même dans l'année, à un moment donné. Donc toutes ces choses-là sont importantes. Le lion est quand même le héros dans cette affaire. Et quand il doit mourir, mais il faut qu'il meure apaisé. Parce que le lion qui est en train de mourir, parce qu'il a reçu justement, d'abord il est perturbé par sa patte qui est prise dans le piège. Il a vu des chasseurs accroître cette montée d'adrénaline, et ainsi de suite. Et c'est cette flèche qui va calmer en fait le lion. Parce qu'en fait, pendant 20 minutes, d'après ce que nous avait souvent raconté Rouge, pendant 20 minutes, le lion qui est à l'agonie est un véritable laboratoire chimique en fait. Parce que le Strophanthus, donc le poison rentre dans le corps, il est énervé, ainsi de suite. Donc la qualité de son sang va changer. Et ça va fabriquer à la fois des toxines, des réactions chimiques et autres, dont on va se servir après pour se soigner. Et de sa chair qui sera mangée, on prélèvera une partie de ses organes qui vont servir à guérir du rhumatisme. Et ce sang, ce qui se passe en 20 minutes en fait de décharge d'adrénaline, quelque chose d'essentiel pour pouvoir soigner les gens qui n'existe pas chez le lion couramment tant qu'il n'est pas en situation de mourir. De par la présence des hommes, de par le poison qui arrive, et de l'instant. Ces 20 minutes pendant lesquelles ce laboratoire chimique va s'emballer et va produire en fait de nouveaux médicaments, je mets les guillemets partout, pour soigner les gens après. Donc le lion est le héros dans cette histoire du début jusqu'à la fin. Ah oui, puis c'est vraiment très intéressant parce que en fait cette dimension-là de l'après, finalement, la mort du lion, elle est assez elliptique dans le film finalement. Et alors on voit effectivement une des dernières scènes, c'est donc le village qui porte sur la tête les quartiers de la viande du lion. Mais en fait c'est vrai que cette dimension-là n'est pas tellement développée. Ça boucle, pour nous la boucle, c'est vrai que du coup moi c'est ce que j'avais puisqu'on était aussi dans le festival sur la thématique du soin, c'est ce que j'avais tout de suite perçu du film, c'est qu'il y a une dimension soignante de cette relation, quand bien même elle finit par la mort du lion, en tout cas soignante dans le sens du rétablissement d'un équilibre des forces entre les hommes et la nature et les animaux. Mais là, en fait, ça vient vraiment, ce que vous dites, vient vraiment boucler cette boucle, puisque le lion vient soigner les humains jusque dans une forme par l'offrande de son corps, finalement, d'une certaine manière. Et le temps, ce laps de temps dans lequel tout cela se joue, en fait. C'est un laps de temps donné, on fabrique, en fait, c'est une chimie, une opération chimique, si je peux me permettre, qui passe par cette agonie du lion qui produit, justement, de nouveaux médicaments, en guillemets, pour soigner les gens après. Il y a cette dimension, en fait. Ce qui nous amène, encore une fois, j'ai fait cette fameuse catégorie que l'on fait parfois des animaux bons à manger, des animaux bons à penser. Et le lion répond vraiment à cette catégorie-là. Et dans l'autre sens d'ailleurs, parce que pour le lion, l'homme est un animal bon à manger. Il ne le mange pas toujours, mais il arrive qu'il soit mangé. Qu'il soit mangé. Ouais, donc
donc vu de l'autre, en fait, ça revient à cette histoire de qu'est-ce qu'on fait de l'espace en fait. Ils ont besoin de cet espace comme nous en avons besoin aussi, donc il y a cette relation à un moment donné. Dans le regard de l'un et de l'autre, quelque chose se joue là. Donc, c'est ça. Ouais. Mais oui, il y a du coup aussi, je trouve, comme une chaîne en fait d'animaux avant d'arriver jusqu'au lion aussi. Ça, le montage du coup le met vraiment en scène, Ouais, c'est-à-dire qu'au départ ce sont des petits animaux de plus en plus gros jusqu'au jeune lion et puis enfin la lionne qui sont capturés. Il y a du coup le lion et aussi au sommet, on pourrait dire, d'une sorte de chaîne des animaux finalement. Oui, parce qu'en fait, à partir où ils posent des pierres, ils cherchent. Ce qu'on n'avait peut-être pas encore dit, c'est que pourquoi cette chasse en fait? Il y a plusieurs raisons. Le Rouge, quand il est allé dans ces régions-là, qui faisait la descente du fleuve Niger avec ses deux compagnons, Sophie et Ponty, ils ont été les premiers à descendre à partir du Fouta-Gallant de la Guinée actuelle, dans l'ouest africain, le château d'Afrique de l'Ouest. Ils ont fait tout. Ils ont navigué sur le Niger en fabriquant au fur et à mesure des barques, des tembikos, jusque là où le Niger se jette au Nigeria, à l'Afrique de l'Ouest, à Port Harcourt. Donc c'est très long. C'est très long, 4000 km. Oui, près de 4500 ou 600 km par là. Ils ont réussi à le faire, ce que leur prédécesseur d'un siècle n'avait pas réussi, qui était Mungo Park. Et lors d'une escale, donc dans une région où il y avait des chasseurs, ils ont demandé à chasser des lions, à voir des lions. Bon, la question n'était pas très claire, mais ils ont rencontré deux chasseurs qui leur ont dit on vous amène sur la piste des lions. Et c'est la première fois qu'ils voyaient une préparation de chasse se faire, notamment la fabrication du poison, quelque chose d'essentiel qu'on voit dans le film d'ailleurs. Savoir qu'une fois qu'on a cueilli donc les graines, qu'on a récupéré les graines du Strophanthus dans la gousse, on voit tout le rituel se dérouler, les canaries, la question des gestes, puisque tout cela s'accompagne d'une charge, j'ai pas envie de dire mystique, mais ce sont des gestes qui préfigurent ce qui va arriver. À savoir que le lion, par exemple, sa patte doit être prise, et si tu donc pour la première fois, ils voyaient cette scène, ils ne comprenaient rien du tout, mais ils étaient impressionnés. Surtout quand les deux chasseurs ont sorti de leur sac une ficelle, dont ils se sont attachés eux-mêmes les pieds, pour mimer à l'avance ce qui devrait arriver. En fait, c'est le pouvoir dont on charge la préparation en cours. On fabrique un poison, la destinée du poison, c'est de tuer un lion, donc l'effet que le poison va avoir, donc, est mimé par des gestes que l'on accomplit au moment où cela se prépare. Et là, on est en 46-47, il voyait ça pour la première fois, et il s'est dit, Rouge, un jour, j'aimerais filmer une chasse. Alors, ils ont été avec les chasseurs, justement, ça a duré une journée entière. Et quand ils sont arrivés à un endroit où ils ont vu le lion, à ce moment, Rouge sort sa caméra, le Sauvi prend son fusil, les chasseurs, ils ont leur arc, ils font rien. Et le lion les reconnaît aussi, et hop, le lion s'en va. Et tous se regardent, et c'est un malentendu complet. Les chasseurs ont dit, vous vouliez voir un lion, vous l'a montré. Rouge et Sauvi ont dit, mais écoutez, on pensait que vous allez le tuer. On dit, non, on n'est pas venu pour le tuer. Donc voilà, on est venu voir un lion. Alors, donc le malentendu a été complet, et le lion a entendu la caméra de Rouge tourner, c'était cette fameuse caméra à ressort qui servait à lui. Et donc du coup, le lion est parti, mais ils ont vu le lion. Donc ce compagnonnage d'une journée consistait à leur montrer un lion, alors qu'eux, ils pensaient que les chasseurs allaient tuer le lion. Donc on ne tue pas comme ça facilement un lion. Voilà, donc c'était le début de cette affaire en 46-47. Alors que le film dont nous parlons aujourd'hui, il le commence en tant que tel en 57-58 surtout. 57-58, officiellement 58. Donc on est quasiment presque 10 ans après. D'accord. Donc il dit que c'est un vieux projet qu'il a toujours eu, de filmer la chasse, on va dire la production de la chasse, dans toute sa dimension. Mais le plus excitant, c'est de suivre les chasseurs pour aller tuer les lions. Surtout qu'il y a une dimension qui est importante quand on fait la chasse, c'est de se rendre invisible, ce qui rejoint ses propres préoccupations, parce que la thèse de Rouge concerne la question de la magie et la régénération.
Donc comment se rendre invisible au lion? Parce que le lion c'est un animal redoutable. Donc il faut être très astucieux donc, pour l'affronter, donc se rendre invisible, avoir les flèches, et ainsi de suite. Les flèches empoisonnées, c'est important, pour pouvoir arriver à bout du lion. Voilà, donc il y a ce préalable qui est important. L'envie de faire, comment il parvient, quand est-ce qu'il commence. Donc quand il arrive, quand il fait ce film à partir de 58, donc à la fin des années 50, c'est déjà un cinéaste quasiment avéré qui a derrière lui un film comme Les Maîtres Fous, qui a déjà d'autres chasses comme la chasse à l'hippopotame au harpon. Ça c'est des films de 46, 47, donc il y a déjà une antériorité en fait. Bataille sur le grand fleuve, ça c'est toujours le monde de la chasse, mais c'est la chasse à l'hippopotame sur le grand fleuve, sur le Niger. En sachant que le Niger est bien sûr ce fameux fleuve dont nous parlons tout à l'heure, et que le travail de Rouge concerne au départ la question des pêcheurs sorco, en fait, qui sont les gens qui ont la maîtrise de ce fleuve-là. Oui, justement, j'allais vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment Jean Rouch en est venu à s'intéresser à ces pêcheurs? Oui. Alors, déjà, peut-être son arrivée en Afrique est importante. Parce qu'en fait, Rouge part de. Donc, c'est un étudiant des ponts et chaussées qui vient d'être diplômé. On est en pleine Seconde Guerre ici, en pleine occupation. Mais l'administration fonctionne encore. Et ses collègues de l'école des ponts et chaussées, lui, choisissent donc de partir en Afrique. Ils sont envoyés comme ingénieurs. Et Rouge arrive au Niger en passant par le Sénégal. En sachant que le Niger, l'Ouest africain, à ce moment-là, plusieurs pays de l'Ouest africain, à ce moment font partie de ce qu'on appelle l'Empire. La France étant la métropole et ces pays-là étant donc l'Empire dans un cadre colonial en fait, il y a l'administration coloniale française. Et donc il est chargé de construire les routes de l'Empire. Et au Niger, à Niamey, de Niamey partent diverses routes. Par exemple vers le Burkina Faso actuel, l'ancien Volta, vers le Dahomey d'alors, c'est-à-dire le Bénin d'aujourd'hui, ainsi de suite, vers le Mali. Donc ces routes-là étaient chargées de les construire, ces routes de l'Empire. Donc il est l'ingénieur en chef de ce chantier de construction de routes. On est en 41 quand il est arrivé. Donc il est sur ce terrain-là et il se passe ce qui va changer sa destinée d'ingénieur, c'est que la foudre tue, comme il a souvent raconté, sur ce chantier. Un chantier, il faut dire, c'était l'époque en entre du travail forcé et de la contribution à l'effort de guerre, parce que toutes ces populations ouest-africaines devaient travailler à soutenir l'effort de guerre, puisque la France est en guerre, donc la mère patrie est en guerre. Et un jour, la foudre tue plusieurs manœuvres, une dizaine de manœuvres sur le terrain ou sur le terrain il construisait ces routes-là. Et on le fait venir pour lui dire qu'il y a catastrophe, accident, et il demande à ce qu'on enlève les corps. Et c'est là que les travailleurs qui sont là disent nous ne faut pas toucher à ces corps parce que ces corps sont devenus impurs. Et que quand la foudre tue quelqu'un, donc il faut, pour débarrasser ce corps, faire un rituel de purification, ainsi de suite, que ce que vous racontez là. Et il s'est trouvé que sur ce terrain, le jeune homme qui sera après l'un de ses principaux compagnons de route, Damourezika, qu'il avait embauché comme pointeur, puisque il y a beaucoup de travailleurs pointeurs sur le travaux publics de Niamey, il lui dit ça c'est l'affaire de ma grand-mère. Il lui dit qui est ta grand-mère et il répond ma grand-mère c'est Kalia, donc là une prêtresse des rituels de possession chez les Sorko. Les Sorko étant la population, son rail qui s'occupe de la pêche. Donc les pêcheurs Sorko donc, du fleuve Niger. Et on fait venir donc cette dame, et cette dame va se livrer à une cérémonie de purification des corps qui sont couchés à terre, qui ont été foudroyés, et qui était désormais la propriétaire du génie du tonnerre qu'on appelle Dongo. Donc cette chose a lieu, et elle arrive avec des batteurs de calbas. C'est une figure classique, l'appareil rituel du dispositif. Le dispositif rituel est classique, il y a des batteurs de calbas, des joueurs de gel ou de cordes et des danseurs de possession. Et le prêtre ou la prêtresse, le zima,
qui pilote cette cérémonie qui a lieu. Et au cours de la cérémonie, quelqu'un va rentrer en transe, ou plusieurs personnes. Mais la personne qui rentre en transe, c'est le génie du tonnerre qui se présente, fameux Dongo, sur ce terrain-là. Et quand le génie se présente, le possédé est questionné en fait. Pourquoi as-tu tué ces personnes? Pourquoi as-tu mis à mort ces manœuvres? Ça, c'est la prêtresse qui pose cette question au possédé, à la personne qui désormais n'est plus elle-même, mais est possédée par ce génie du tonnerre. Et c'est à ce moment-là que le dialogue commence. Et Dongo accuse Jean Rouch donc de construire ses routes sur cette terre et d'être là depuis plusieurs mois, de ne pas chercher à le rencontrer, ainsi de suite. Bon. Et il est condamné à payer un bouc noir à sacrifier pour pouvoir continuer surtout à apaiser, pour pouvoir, c'est une amende, pour pouvoir apaiser le génie du tonnerre. Et ça se produit. Et c'est là que tout se joue, parce que il est d'abord effrayé, apeuré, mais fasciné par ce qui vient d'être dit et sa mise en cause. Voilà, donc dès lors, il s'est dit ce que je viens de voir là, et il est impossible que j'aille raconter comme quoi, j'ai envie d'en savoir plus, il faut que je fasse de l'ethnologie. Et mieux encore, il faut que je puisse faire des images pour pouvoir en témoigner ou en restituer cela. Et encore mieux, du cinéma pour que cela soit plus efficace et plus efficient. Donc c'est là que commence ce qu'il appelait en son temps son inquiétude ethnographique. Le terme est de lui, donc je me permets de le répéter ici, l'inquiétude ethnographique. Et voilà comment il va progressivement abandonner son métier d'ingénieur des travaux publics pour revenir entre-temps en France, d'abord au Sénégal, parce que la guerre étant en cours, il est mobilisé, il va faire la guerre, il fait partie des troupes qui sont rentrées dans Berlin, et ainsi de suite, il a ses croix de guerre, et puis quand la guerre sera terminée, il reviendra en Afrique pour étudier ces choses-là. Entre-temps, en allant voir Marcel Griol, qui voyait déjà, avant d'être allé en Afrique, quand il était au Pont des Chaussées, ils allaient au Musée de l'Homme pour écouter les conférences de Griol. Et d'autre part, aller écouter Breton du côté des surréalistes. Donc l'un dans l'autre, des surréalistes, Griol, le Musée de l'Homme, qui considérait comme une fenêtre sur la liberté malgré l'occupation. Et puis, très sérieusement, donc, s'inscrire pour sortir de la guerre, voilà, donc en lettres en Sorbonne pour faire une thèse. Et puis voilà. Et étudier sérieusement cette affaire de rituel de possession, mais avec une nouveauté importante, c'est que le cinéma doit accompagner désormais les recherches ethnographiques. Donc il apporte l'ethnologie, ce qui n'y était pas vraiment, même si Griol avait fait un film qui s'appelle Sous les masques noirs, qui donnait quelque part déjà une espèce de point de départ, mais Rouch apportera, donc introduira l'usage de l'image animée, c'est comme ça qu'on peut le dire aujourd'hui, et inventera au fur et à mesure au cinéma, sur le terrain, en fonction des situations rencontrées et les choses auxquelles il est confronté. Et quand il s'inscrit en thèse, il s'agit d'étudier la religion et la magie de son rêve. D'après les conceptions d'alors qui décèlent, formulées par Marcel Mauss, ainsi de suite, parce que Mauss était un peu le pape des affaires de magie et de religion en ces temps-là. Et voilà, donc il s'inscrit dans cette perspective. Et ce qui est intéressant, c'est que le Niger, où il est arrivé, donc il va nouer avec les personnes rencontrées une relation assez forte tout de suite, se distinguant des autres expatriés, je les appelle comme tels aujourd'hui, bon, hier on dira les colons d'hier. Il n'était pas beaucoup du côté des colons d'hier, mais il passait son temps à voguer dans la savane, à aller apprendre la langue locale, et ainsi de suite, à s'intéresser aux coutumes locales et tout le reste, aussi ses coutumes locales, ce qui a fait tout de suite de lui un autre en présence de l'autre, mais dans une relation qui n'est pas une relation de domination, même si la domination peut toujours en rechercher les traits ou la manifestation quelque part,
Mais il était nettement du côté des autochtones avec lesquels il s'est mis à cheminer. Et voilà, donc ce compagnonnage donnera lieu à une ethnologie au long cours, comme il a dit lui-même. Et parmi les premiers films qu'il a tournés tout de suite, lui est apparue une notion essentielle qui est la notion de feedback. C'est-à-dire que je fais des images et je les montre aux personnes que j'ai filmées. Ainsi, ces personnes peuvent réagir sur ce qu'elles ont vu et valider ces images, et cela permet de construire en même temps les images à venir. Disons que c'est le cinéma de Rouch est surtout basé sur ça en fait. Donc quand il fait par exemple il filme sa première chasse à l'hippopotame, il fait un montage à Paris quand il ramène les images, il fait ce montage et il met la musique justement que l'on retrouve dans la chasse au lion à l'arc. C'est la musique qui donne du courage au chasseur de lions. Il prend ce son qu'il met sur une chasse à l'hippopotame, et notamment une séquence au cours de laquelle l'hippopotame ayant reçu une grosse quantité de harpons, a réussi à briser la barque des chasseurs et s'en est allé, malgré le nombre de harpons reçus. Et quand il a montré ce film aux pêcheurs, ils lui ont posé une question, ils lui ont dit « Mais pourquoi as-tu mis cette musique sur cette scène ?» Et il leur a dit quelque chose du style « Je voulais moucher un trou, je laisse ce son, je l'ai mis. » Ils ont dit « Ah oui, on a compris, on comprend tout. C'est normal que l'hippopotame se soit enfui, puisque cette musique donne du courage aux chasseurs, et a donné du courage à l'hippopotame. » Donc il découvrait Rouch, lui, là, l'effet du feedback. Ce que l'on peut construire avec des images, une image, un son, produisent un son. Voilà, donc, et ça a été depuis l'époque, sa manière de travailler, toujours montrer des images aux autres. Donc, au fur et à mesure de son travail, il a construit plusieurs films de cette manière-là. Évidemment, bon, j'ai tourné avec lui bien après. On était toujours à fabriquer au fur et à mesure des choses, mais en les regardant et en les montrant, en les regardant et en les montrant. Et c'est ce qu'il a appelé quelque part dans ses écrits une anthropologie partagée, ce dialogue permanent en fait. Ça, il aboutit à cette notion importante après, à savoir partager les joies et les peines, les risques des personnes avec lesquelles on travaille. Et cette anthropologie partagée va jusqu'à la prise de la caméra par l'autre aussi. Et ça va encore plus loin, ça va jusqu'à la compréhension du travail qu'il fait par les divinités. C'est-à-dire que les dieux eux-mêmes qui s'incarnent le plus souvent dans le corps des possédés et autres finissent par comprendre le travail qu'il fait. C'est pour ça que certains avaient ce nom le berger des Olei. Les Olei étant les dieux en fait, les divinités, et ainsi de suite. Et qui comprenaient, parce que quand on prend plusieurs films de Rouch bien après, par exemple les années 70, on se demande parfois, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait au milieu d'une scène rituelle où il est très à l'aise, ça se voit à l'image, où il ne donne pas l'impression de gêner le déroulement du rituel en cours, mais derrière ça, il y a de très nombreuses années de travail, de fréquentation derrière, de présence de sa caméra avec ces personnes qui ont compris, qui ont systématiquement vu ces films au fil du temps, qui ont compris ce qu'il faisait là, si bien qu'à un moment donné, on en venait même à oublier sa présence dans ce cadre-là. Mais ça, c'est le temps long. C'est le temps long, l'usage de la caméra dans ce contexte, c'est le temps long avec une multiplication de situations et de restitution d'images qui, justement, avec ces personnes, et beaucoup de scénarios à l'arrière-plan, scénarios en guillemets, pas écrits, mais scénarios en tant que déroulement d'action dans le temps, beaucoup de ces scénarios sont composés avec la complicité et l'apport des personnes avec lesquelles il travaille. C'est pour ça qu'il parle aussi d'anthropologie partagée. Par exemple, la chasse au lion à l'arc, c'est un scénario, je mets encore des guillemets, fait à la fois par lui et les chasseurs. Et bien sûr, le temps leur impose aussi le déroulement du temps. Mais dans d'autres films, sont les autres, par exemple, qui lui proposent d'aller vers telle direction. Ce film-là dont on parle toujours, quand il dit Gandhi Ganga Moro Amoro, le film se passe au pays de nulle part, la brousse plus loin que la brousse. Quand il fait un film des années après, en 94-96,
française qui s'appelle c'est pas La rêve plus fort que la mort, Madame Lot, Monsieur le vent, Madame Lot, c'est à l'abri d'un grand arbre qui vont se mettre pour rêver ensemble. Mais ils rêvent au pays de nulle part. Donc ce pays de nulle part, déjà évoqué de la chasse au lion à l'arc, une espèce de chose qui est là depuis très longtemps, depuis la fin des années 50, début 60, et qui reprennent en 94, 95, 96 pour 3 films qui se suivent. Donc Moi fatigué, moi couché debout, Madame Lot, et j'ai oublié le 3e titre, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai un peu perdu le film, mais l'anthropologie partagée de demeure est une notion à laquelle il finit par aboutir. Il a abouti à ça finalement. Mais ce n'était pas donné d'avance. Point de départ, c'est le feedback, mais ça donne plus loin l'anthropologie partagée. Et puis avec du coup ces allers-retours aussi sur une ethnologie au long cours, avec des échos entre les films qui se répondent les uns aux autres. Absolument. Et du coup une appréhension peut-être de son œuvre qu'il faudrait pouvoir voir dans sa globalité. Oui, c'est une espèce de grand récit en fait. C'est ça. Absolument. C'est un récit, en même temps c'est un récit initiatique, donc qui démarre avec cette histoire de départ que j'ai racontée tout à l'heure, l'épisode avec sa rencontre avec le génie du tonnerre, avec Dango, qui est une accusation. Il a fait toute une série de ciné-portraits de Dango. Parce qu'on a eu beaucoup de films, il a fait beaucoup de films rouges. Dango arrive tout le temps, surtout en période de pluie, donc c'est un génie présent dans la vie des gens, qui faudra ici, qui faudra là-bas. Donc il y a des Yenendi. Les Yenendi, ce sont des rituels de pluie. Au cours de ces rituels, soit on supplie Dango de donner la pluie, ou bien on le supplie de pardonner, ou on le supplie de ne pas tuer trop de gens cette année. Donc systématiquement, il a filmé beaucoup les Yenendi. Ça, c'est des films d'ethnologie classiques chez Rouge, en fait. Et dans ces Yenendi, donc c'est diverses situations au cours desquelles le génie du tonnerre se manifeste. Donc il appelle ça des ciné-portraits de Dango. Et dans ces ciné-portraits, on a toutes sortes de situations. Par exemple, le Yenendi de Ganguel. Il y a une situation un peu similaire à celle de la chasse au lion à l'arc, puisque la chasse au lion à l'arc, c'est un berger qui demande aux chasseurs d'en finir avec un lion qui commence à... Qui exagère, voilà, c'est le mot. Et quand on quand on attrape le principal lion, en tout cas la compagne du lion nommé l'américain, ça on en parlera tout à l'heure, et bien quand ce lion charge, ce lion blesse quelqu'un, c'est le berger Peul, et comme par hasard, c'est le berger Peul qui a commandé la chasse qui se fait blesser. Et dans le Yenendi de Ganguel, c'est encore un berger Peul, quelque part, dont la case a été foudroyée par Dango, donc qui a reçu, qui est blessé. Donc il y a des choses assez curieuses là qui se jouent, si on peut les mettre en lien. C'est pour ça que j'essaie de faire le lien en fait. En tout cas, il a fait plusieurs ciné-portraits du génie du tonnerre, donc le fameux Dango, qui traverse son œuvre. Mais une œuvre très 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 variée en même temps. Là, on parlait des films sur le Niger, son terrain classique, qu'il étend après vers le Ghana ou vers la Côte d'Ivoire ou vers le Dahomey. Et puis il y a toute sa cinématographie qu'on pourrait rapprocher en guillemets les films de fiction qui se déroulent ailleurs en Afrique ou ici en Europe. C'est une cinématographie très très étendue qu'il a appelée du réel à l'imaginaire. Mais voilà, donc ce sont les situations où il se passe des choses avec sa caméra. Et vous-même, dans quel contexte vous avez eu l'occasion de rencontrer Jean Rouch et comment s'est nouée votre collaboration? C'est pas très compliqué. Au départ, j'étais un de ses étudiants. J'étais un de ses étudiants et puis un jour où nous avions parlé justement du phénomène de possession. Et il était question de Dango, parce que Dango change de nom chez les populations qui sont d'un pays plus bas, au Bénin par exemple. Dango c'est Tchango. C'est le dieu au fait du tonnerre. Donc notre conversation a commencé sur ça et je lui ai dit tiens, mais Dango, mais c'est Tchango. Il m'a dit si, oui, c'était cette divinité à laquelle s'intéressait Pierre Verger, qui est un autre ethnologue, photographe, qui est passé par le musée de l'Or et qui s'est établi au Brésil, donc qui est pas mal connu aussi sur son terrain, qui était au CNRS à une époque et qui était avec Rouch, ils avaient organisé ce grand colloque sur la possession. Et il m'a dit qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je peux te montrer un film sur Dango et on en parle.
Et je lui ai dit, ben, pas de souci, on y va. Il m'a mis dans sa 2 chevaux et on est allé au musée de l'homme, au comité cinématographique. On a vu ce film, on en a parlé. En fait, depuis ce jour-là, je n'avais pas quitté le musée de l'homme, en fait. Donc ça a commencé comme ça. Après, bon, les années sont passées, on a travaillé, j'ai tourné avec lui, j'ai eu la charge de mercredi cinématographique et la responsabilité du cycle Autre le Sacré. Bon, ça a duré 2 décennies quand même, quoi. Donc on a fait beaucoup de choses. Et puis ça m'a permis en même temps de mieux comprendre et d'approfondir son travail. Je mets des guillemets. Ça m'a permis de le piquer au bout de son terrain parce que bon, c'est passionnant ce que Rouch a étudié, appris. Bon, oui, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est énorme, c'est étendu. Ouais, c'est vaste en fait. Et bon, moi je travaillais à l'époque sur Haïti, donc voilà, Haïti c'est encore autre chose, c'est la question du vaudou, mais on peut trouver des liens, puisque l'un des films que nous avions fait concernait justement Napoléon Bonaparte, le vaudou, toute son ouverture, l'année du bicentenaire, ces choses-là mêlées, voilà. Et en fait, quand on est l'assistant de Rouch, on n'a pas le temps de penser à tout, de tout rassembler à ce moment-là. On s'en rend compte des années après que c'était tellement prenant. Je me retrouvais à travailler avec lui au musée de l'homme le dimanche, on montait des films ou à mixer. Parce que Rouch avait le cinéma, Rouch avait cherché toujours à être indépendant de l'industrie cinématographique. Son cinéma est un cinéma à équipe réduite, c'est lui et un preneur de son. Au pire, quelqu'un qui fait la torche, la lumière, s'il ne l'accroche pas à côté lui-même, ou même il n'était pas très fan d'éclairage, mais parfois l'éclairage était nécessaire. Donc c'est surtout un couple en fait, entre le caméraman et le preneur de son. Ça a été ça. Et cette chose n'était pas très bien vue de l'industrie cinématographique à l'époque. Or, il faut savoir qu'au sortir d'une part de la guerre, et après, au tournant des années 60, Rouch était devenue la figure principale, disons, initiatrice de la nouvelle vague, et que tous les genoux de la nouvelle vague se référaient à cette manière nouvelle qu'il a apportée de filmer avec des moyens légers et en extérieur, avec une caméra sans pied. Ça, c'était les codes de départ. Truffaut a vu ça, Godard a vu ça, Chabrol et tout le reste, et ainsi de suite. Et là, ça mettait en colère, je mets des guillemets, ça rendait fou de rage les tenants de l'industrie du cinéma qui se fait en studio avec la carte de réalisateur, ainsi de suite, avec le lourdeur administrative, et puis forcément un producteur qui nous suit. C'était quelque chose de très lourd. Quand Rouch, quelques années après, a tenté de faire un film lui-même dans un cadre classique, selon celle de l'industrie cinématographique, le premier jour, il y a eu une grève tout de suite de tournage. Il y a eu une grève sur son tournage, en fait. Les gens sont syndiqués, on veut finir à midi, alors que le Rouch n'a pas d'heure. Pour ce que je disais tout à l'heure, je me retraiterai avec lui le dimanche. Le souvenir le plus fort que j'ai, c'est qu'à 2h du matin, une nuit, nous avons mixé jusqu'à 2h du matin au musée de l'homme. Parce qu'il fallait qu'on aille mettre dans la boîte du laboratoire Mirac, rue du Commerce dans le 15e, déposer l'élément mixé pour que la navette du matin qui part, je ne sais plus, à 6h30 ou à 7h du matin, puisse récupérer ce matériel 16 et l'amener au laboratoire Mirac dans le sud de, je ne sais plus où, j'ai oublié l'endroit, dans le sud de Paris, mais très loin en banlieue, pour développer le film, pas développer, mais tirer une copie qui devait revenir au musée de l'homme l'après-midi, et ainsi de suite, voilà. Donc on était là à travailler, à refaire des trucs, et puis c'était très artisanal, parce que c'est un matériel qui datait d'il y a très longtemps, qu'il avait bricolé avec des ingénieurs assez pointus de l'époque. Et j'ai encore vu Michel Fallot, puisqu'il a travaillé avec Éclair, encore avec Éclair Coutan, et l'inventeur du Lagra, Kondeski, dans le type de cinéma qu'il a apporté, ce cinéma léger, caméra légère et matériel de prise de son léger. Donc, ils avaient travaillé à la synchro des deux éléments. Et ça, le tournant des années 60 fut important pour ça. Et au regard de l'industrie cinématographique, ça posait question. Mais il a réussi à tracer la voie d'un cinéma léger qui permettait justement de faire le film à chaud rapidement, en étant débarrassé de toute la lourdeur qu'imposait ou que supposait le cinéma d'alors. Et en même temps en donnant envie à faire
des jeunes gens comme les Truffaut à faire leur cinéma. Donc, au niveau des moyens techniques, il a beaucoup agi là aussi. Voilà. Oui, puis c'était une voie qui avait été peut-être ouverte quelques années auparavant, d'abord peut-être par Robert Flaherty avec Nanook, puis Dziga Vertov aussi. Oui, il a pris chez ces gens. Et il en a fait un il a fait une synthèse, oui, il a pris chez ces gens, oui, bien sûr. Quand il parle du cinéoeil, Kino Panorama, qu'il prend chez Vertov, et chez Flaherty, on sait qu'il a vu Nanook de Off the North, Nanook l'Esquimau. En fait, il a deux films dans sa vie, rouges, qui l'ont marqué. Donc c'est ça, c'est ce film-là dont on parle, Nanook. Et l'autre, c'est Robin des Bois, Robin Hood de... Oh, j'oublie l'auteur, très connu, Robin Hood de... Ça me reviendra. Robin des Bois d'un côté, donc c'est le monde de la fiction, et Flaherty, donc chez... on disait les Esquimaux, chez les Inuits. Chez les Inuits, oui. Chez les Inuits. Ça a beaucoup compté, effectivement, il est passé par là, mais après, donc c'est un monsieur qui a inventé son cinéma. Bon, j'aime pas les superlatifs, mais je suis tenté de dire que c'est quand même un sacré inventeur, Rouge. Hein. Parce que j'ai vu, par exemple, comment bricoler certaines choses. Bon, je ne sais pas si vos spectateurs s'y connaissent en matière de cinéma 16 à l'époque, c'est-à-dire quand on monte un film 16, en fait c'est du collage. Hein. On regarde, on colle, on coupe, ainsi de suite, et puis la bande en face, la bande magnétique aussi, on la coupe en biseau. Et quand on est en train de mixer, par exemple, quand on colle deux bouts de bande magnétique ensemble, en biseau, il y a au milieu comme un fil. Et si ça passe sur la tête magnétique, ça va faire un plot. Alors il faut supprimer ce plot-là. Donc comment le supprimer? Il inventait toutes sortes de choses, par exemple pour glisser quelque chose là-dedans, et faire des collages, ou bien récupérer un peu de la graisse que l'on trouve sur le nez d'une personne, parce que nos narines transpirent de graisse au-dessus, là c'est une des parties grasses du corps. On peut se servir un peu de ça pour graisser le couloir de l'appareil de projection pour que le film puisse passer. Il y a plein, bon, ça je prends, c'est des exemples de rien du tout que je prends. Donc l'idée de continuer à inventer, de bricoler les choses a été toujours très 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 forte chez lui, d'expérimenter. Et il a contribué de façon décisive justement. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, ce qui me frappe, c'est que nous avons tous aujourd'hui une caméra entre les mains, les portables et autres, et que quand au congrès d'anthropologie visuelle de cela quelques années, il a quand même prophétisé cette chose-là, en disant que l'idéal serait que chaque personne ait un jour une petite caméra dans sa main pour prendre des images et les faire. Donc quelque part, il pensait déjà à récupérer Vertov d'une manière qu'il projetait lui plus loin à sa façon. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir sur ce personnage qu'on ne voit pas dans le film, qui est l'Américain, le lion qui porte donc ce nom? Oui, absolument. Absolument. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Rouge voulait faire plusieurs films sur la chasse. Donc il en a réussi vraiment 2. Donc c'est La chasse au lion à l'arc, et puis sa suite qui s'appelle Un lion nommé l'Américain. Donc en termes de production, 1965, donc c'est La chasse au lion à l'arc, qui gagne le prix à Venise d'ailleurs, un lion d'or, comme par hasard. C'est vrai que c'est quand même une... Oui, comme par hasard. Et puis 5 ans après, deuxième film à production, 70, c'est Un lion nommé l'Américain. En fait, dans cette aventure qui a duré 7 missions ethnographiques, de 57, 68 à 65 et autres, ils avaient affaire à plusieurs lions. Mais il y en avait un sur lequel ils n'arrivaient pas à mettre la main. C'est le lion nommé l'Américain. L'Américain parce qu'il était fort. Parce que dans la pensée de ces années-là, les Américains sont les plus forts, ils avaient jeté la bombe atomique, ainsi de suite, ils préparaient une mission spatiale, des choses. Donc, dans les modernités africaines, ce lion avait été nommé l'Américain parce qu'il était rusé, il disparaissait, il déjouait les pièges des chasseurs, il était rusé, il leur échappait. Et à chaque fois qu'on tuait un lion, il se révélait que ce n'est pas lui qu'on avait tué, mais l'une de ses compagnes. C'est ça, son fils, sa compagne. Voilà, la deuxième femelle, ainsi de suite. Mais lui, on n'arrivait pas à lui mettre la main là-dessus.
Et puis, approche mai 68, donc ils ont dit, on reprend la chasse. Il faut vraiment qu'on mette la main sur l'américain, ce qui va donner lieu à de nouvelles péripéties. Et finalement, Rouge est rentré à Paris parce qu'ils ont recommencé la chasse. Mai 68 donc avait commencé, il venait de tuer un lion, et il a dit que c'est en mangeant de la viande, c'est son côté politique, c'est en mangeant de la viande de ce lion que ça lui a donné du courage pour rejoindre les gens, parce que la viande de lion donne du courage aussi, ça rejoint ce qu'on disait au début de la conversation, pour rejoindre les manifestants de mai 68 à Paris. Et ce qui s'est passé, c'est que ce lion, prétendu américain, n'a pas été tué, on a tué encore une autre lionne, mais au fusil cette fois-ci. Et il s'est révélé que c'est une lionne. Donc en fait, le vrai lion nommé l'américain, on ne l'a jamais tué. On ne sait pas où il est passé. Donc le lion nommé l'américain qu'on a tué, c'est une lionne. Mais on l'a tué au fusil. Ce qui posait un gros problème parce que le Rouge ne voulait pas entendre pas de chasse au fusil. Et le fusil pose le problème justement de la modernité des moyens et qui ne suppose plus tout ce dont on a parlé dans le film précédent, la préparation et autres, qui est une facilité. D'ailleurs, c'est une vieille facilité, parce que depuis la fin du siècle, du 19e siècle, on tue les lions fusil en Afrique orientale, par exemple. Voilà. Et donc, un lion nommé l'américain, c'était un lion fort dont on a recherché longtemps la trace et dont on a fini par tuer à la place une lionne à coup de fusil. Et la boucle était bouclée pour lui, en ce qui concernant, la boucle était presque bouclée. Et il a voulu faire un troisième film sur le lion, qui est l'histoire de deux chasseurs. En fait, c'est deux chasseurs qui racontaient aux gens qu'ils étaient extraordinairement doués, jusqu'au jour où les chasseurs, on les a conduits dans une brousse où il y avait des lions, et ils ne savaient pas chasser, ça c'est un peu cette idée. Et voilà, ils étaient désemparés, les lions étaient plus forts, mais il n'a jamais réussi à finir ce film. Il a tourné des quantités de boîtes, ainsi de suite. Je pense aussi qu'avec ses copains, Gali et tout le reste, ils n'arrivaient pas, Moussa Amidou, ils n'arrivaient pas à trouver la bonne histoire, parce qu'encore une fois, les histoires se racontaient au fur et à mesure qu'on les composait. Et puis il faut dire que Rouge était très, 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 très occupé aussi. Il tournait plusieurs films à la fois, il avait des charges administratives, il était directeur de recherche au CNRS, il avait plein de thésards sous son aile, il avait des charges administratives bien sûr, il était au musée de l'homme, au comité du film, donc il faisait beaucoup de choses. Donc c'était un homme très très important en ces années-là. Donc, les deux chasseurs, il n'a pas pu finir cela. Mais les deux films sur la chasse au lion et le lion nommé l'américain sont les deux aboutis. D'accord. Vous, en tant qu'anthropologue, c'est une question peut-être. Quel est l'héritage que vous percevez de Jean Rouch qui est encore vivant aujourd'hui finalement? J'imagine qu'il est vaste, mais quels seraient les principaux. Peut-être les. L'héritage principal, c'est la question de l'image. C'est fondamental, c'est la question de l'image. C'est-à-dire que quand André Leroi-Gourhan pose la question suivante en, je ne sais plus, 53 ou 56, un peu j'ai dans ma tête, c'est facile à retrouver, le film ethnographique existe-t-il? Il répondait lui-même d'ailleurs, oui, puisque nous le projetons. C'était pas évident, il répond ça. Donc ça a été un point de départ de quelque chose. Donc, Leroi-Gourhan pose cette question parce que Rouge instaure au musée de l'homme une discipline nouvelle et un laboratoire qui va se charger du film ethnographique. À la tête du cabinet de lui-même, il a fait ça toute sa vie. Mais ce qu'il a surtout fait, c'est l'apport de l'image à l'ethnologie, à l'anthropologie et à d'autres domaines. Parce que l'image est le point de départ et le point d'arrivée. Ça change considérablement les choses. Il a fait des expériences très concrètes. Les gens qu'il formait à Niamey, par exemple, au CNRS nigérien qu'on appelait l'IRCH, des chercheurs, quand il les amenait sur des terrains sur des théâtres de rituels de possession ou en situation d'observer des rituels, certains devaient faire leur rapport en notant ce qu'ils voyaient. Observation participative, etc. Donc produire un document. Ils mettaient plusieurs jours à sortir, à faire leur rapport, ainsi de suite.
C'était des gens qui étaient formés à la culture de l'écrit. Et quand ils se retrouvaient tous, Rouch apportait le film qu'il avait fait à l'occasion, ou le film que d'autres collègues avaient fait. L'image prenait toujours le dessus, parce qu'ils n'avaient pas tout vu en notant et en écrivant. Et quand vous filmez un rituel, à chaque fois que vous revoyez les images, vous voyez des choses nouvelles, vous comprenez toujours autrement les choses. Donc l'apport de l'image a été quelque chose de décisif, mais ce n'est pas donné d'avance, parce que l'Académie a mis de très nombreuses années à accepter l'usage de l'image dans les sciences sociales et autres. Donc pour moi, c'est la chose la plus importante. Ça a contaminé la télévision, c'est-à-dire que pendant très longtemps, la caméra à l'épaule, ça a été c'est le label quelque part de Rouge, c'est ce que les gens de la télé ont commencé à faire. Il faut se souvenir, à une époque, il y avait la télévision, les grands reportages, ainsi de suite. C'était l'inspiration lointaine de ce que Rouch a apporté. Il n'est pas le seul, mais il est celui quand même qui a donné à cela un contenu important et immédiat, saisissable à l'époque. Donc, oui, je le répète, j'arrête pas de le répéter, c'est l'apport de l'image dans la compréhension, bien sûr, des phénomènes sociaux et autres, qui est pour moi quelque chose de décisif. Évidemment, avec tout ce qu'il y a autour, projeter l'image, revenir dessus, ainsi de suite. C'est ça, c'est que du coup, il y a un rapport au temps aussi. Oui, bien sûr. Et puis l'autre question importante qui est ce qui fait partie de mon terrain, ce qu'on a beaucoup fait ensemble, c'est la question de l'invisible. C'est-à-dire que la problématique que nous avions longtemps, que nous essayons encore de résoudre, c'est comment rendre visible l'invisible. Toute cette histoire de chasseurs, là, c'est la question de l'invisible. Parce que, par exemple, quand il fait le combat des chasseurs, il faut se rendre invisible pour chasser les lions. Et dans la chasse à l'arc, il y a eu un gros accident. Parce qu'apparemment, il semblerait que le lion les ait vus, puisque le lion a chargé. C'est ça. Et il a dû arrêter de tourner. Bon, le son a continué, tout le monde a fui dans toutes les directions. Le berger Peul se fait blesser. Il est blessé. Donc, quelque chose n'a peut-être pas fonctionné, le lion les a vus. Or, pour se rendre invisible, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte-là? C'est soit vous avez un collier, ou bien vous avez une ceinture, ou bien un bonnet, ça dépend des situations. Et ce problème de l'invisible est un problème qui traverse beaucoup des choses auxquelles nous sommes intéressés. Et quand on parle de... C'est ça qui est à l'arrière-plan de tous ces rituels. Et comment les montrer, comment les rendre visibles. C'est une notion importante qui est toujours là. Même les choses, quand on ne les voit pas, c'est parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne sont pas là. Or, même quand on ne les voit pas, elles dictent les comportements que les gens vont avoir, les attitudes qu'ils vont avoir par rapport à quelque chose, à une situation ou autre. Et la caméra apporte sa part de contribution pour mieux comprendre, pour essayer de voir si c'est donc la question de l'invisible. Voir et l'invisible. Quand il filmait par exemple Le Maître Fou, 53-54, il avait des plans de 30 secondes. C'est-à-dire qu'il filmait tout de suite, c'était dû à la caméra avec des bobines qui duraient seulement 30 secondes. Donc en 30 secondes, il lui fallait filmer quelque chose qui faisait sens. Et pendant qu'il rechargeait la caméra, il devait réfléchir au plan d'après. Donc il y avait une contingence. C'est ça, cette contingence-là. Et que 10 ans après, il essayait déjà d'avoir plus de 30 secondes. Et 20 ans après, il parviendra finalement à réaliser un vrai plan séquence. Pour lui, son plan séquence le plus réussi, c'est Taureau et Biti. En 10 minutes, là, le caméra a changé déjà, il a une Aton. C'est aussi l'histoire de marque de caméra. Il y avait l'éclair et tout le reste, les Arriflex, il est passé par tout ça. Et Aton, Bouviana avait réussi à faire une caméra dont le magasin durait 10 minutes. Donc là, il était de plus en plus à l'aise. Et il a poussé à ça aussi. Donc il a réussi, donc quelques plans séquences, mais le plus réussi pour lui, c'est le Taureau et Biti en fait. Donc d'aboutir à ça. En fait, l'idée du plan séquence, c'est la continuité d'une action sans qu'elle ne soit coupée dans l'image et que l'on puisse la voir du début jusqu'à la fin.
et qui laisse en même temps une aisance au spectateur. Dès qu'on commence à couper les choses, il y a toujours l'idée dans la tête des bidonnés et autres. Et ça marche, par exemple, dans des situations où il suit l'action. Il ne peut pas être en train de s'arrêter. Ça a été son obsession pendant très longtemps, en fait. La question du plan séquence. Il dit qu'il en a réussi quelques-uns, c'est vrai. Mais pour y parvenir, ça a mis un temps fou. Et c'est l'évolution du matériel qui lui a permis aussi d'y parvenir. Mais il a fait des tentatives où il essayait d'approcher la chose en y réfléchissant. Ou soit c'était des plans séquences sans le son. Il a eu ça aussi. Un film, par exemple, comme Moi et Noir à Abidjan. Moi et Noir, 58, le film un peu fondateur de la nouvelle vague, hein, c'est celui-là, Moi et Noir. Dans Moi et Noir, il n'y a pas de plan synchrone. On a quelques plans séquences, mais ils ne sont pas synchrones. Il a fallu qu'il demande à Omar Ouganda, l'un des principaux protagonistes du film, de s'asseoir, de regarder le film à l'écran et de se commenter sa propre action. Et là, il inventait pour la première fois quelque chose en termes de langage cinématographique. Et à ce moment-là, ce protagoniste l'a parlé à la première personne, il disait moi, Omar Ouganda, moi, j'ai fait la guerre d'Indochine pour la France. Je vis de cette manière à Abidjan. Et en termes de langage cinématographique, et aussi en termes en termes idéologiques, ça changeait quelque chose parce que les Africains ne parlaient pas la première personne à l'écran. Et ce que Rouch apporte aussi, c'est que les personnes montrées à l'écran avaient un nom propre, tel prénom, Omarou, Ganga, ou ainsi de suite. Donc voilà, il a amené toute une série de choses comme ça. En fait, il décolonisait quelque part déjà les images d'alors qui existaient, que son cinéma a permis de regarder autrement, pour aller vite. Voilà. Donc le plan séquence a été chez lui quelque chose d'important. Le plan séquence, la question du feedback, projeter les images faites aux personnes concernées, afin de permettre d'aller plus loin dans la validation de ce qui va arriver. Oui. Et quelque part aussi dans la maîtrise aussi, on pourrait dire, de la connaissance qui est transmise sur leur propre... Bien sûr, absolument. Et aujourd'hui, on en est maintenant à la dimension, on va dire, documentaire et archivistique, parce que beaucoup de choses que Rouch a filmées dans certains lieux ne sont plus là. Par exemple, les lions ne sont plus où ils étaient. Les lions, ils étaient à Calais, à Ouézébegou, ils ne sont plus là. Parce qu'entre-temps, les bergers se sont déplacés, les lions les ont suivis, et l'aridité est arrivée dans ces endroits-là, ces paysages ont changé. Donc aujourd'hui, ça n'existe plus à ces endroits. Donc ce qui veut dire que ces images sont irremplaçables. Donc il a constitué là maintenant des images devenues des archives d'une époque, d'un temps, et c'est pour ça par exemple que des enfants, par exemple, de magiciens qu'il avait connus par le passé, ou de gens qu'il avait connus par le passé, avec lesquels il a travaillé, c'est important, ces informateurs, venaient le voir, je m'en souviens encore, pour par exemple venir demander en guillemets tel et tel secret que leurs parents ne leur ont pas transmis. Et dans la chasse au lion à l'arc, par exemple, même si les chasseurs sont en partie une caste héréditaire, tous les enfants ne leur ont pas succédé. Moi, je l'ai rencontré un Niamey qui était devenu gendarme, par exemple. Le fils de Taïro Kouro, je ne sais plus, de Wangari, était devenu un gendarme parce que je me suis trouvé à Niamey en 2006, 2 ans après la disparition de Rouch, un colloque sur Rouch. Et ce monsieur est venu nous saluer. Il n'a jamais fait de chasse de sa vie. Alors quand il était petit, il faisait partie des enfants qui s'exerçaient à l'arc, et ainsi de suite. Mais après, il a grandi, il est rentré les gendarmes en ville. Donc, ils n'ont pas suivi, le parcours, la trajectoire de leurs parents qui pose d'ailleurs la question du film quelque part, parce que quand Rouch s'adresse à l'entrée du film et à la fin du film aux enfants, c'est cette question qui se pose. Exactement, c'est ce que j'étais en train de penser au moment où vous le développiez, c'est-à-dire que la question de la transmission, elle introduit et elle clôt le film. C'est ça, c'est le mot du conte, du situe, et qui pose en fait le problème de transformation d'une société, en fait. Tout à fait. Ce qui est à l'œuvre. Ce en quoi Rouch, pareil, est quand même précurseur aussi pour son époque, puisque absolument. Voilà,
il n'est pas dans une vision passéiste de la culture qu'il explore. Ce que vous dites là est très important parce que ceux qui ne connaissent pas Rouge, bien Rouge, parfois veulent le classer dans la catégorie des gens qui ont une vision passéiste, alors qu'il était très en avance sur son temps, et il était très en avance sur son temps pour mettre en lumière et en image et en film les modalités africaines en cours. Oui. Tout ce qui se passait à Accra, Niamey, ainsi de suite. Il a toujours montré cette transformation de ce qui est en train de se faire. Il a été toujours... c'est pour ça que dans ces films, par exemple, on voit des gens qui ont toutes sortes de t-shirts venus de la Gold Coast, parce que ce que je n'ai pas dit depuis tout à l'heure, c'est que Rouge a eu l'astuce au CNRS de travailler chez les migrations. Donc son champ d'études en matière de recherche scientifique, ce sont les migrations quand il est rentré au CNRS. Les migrations, pourquoi? Parce que les Nigériens avec lesquels il travaille vont en Gold Coast, c'est-à-dire au Ghana aujourd'hui, et poussent jusqu'en Côte d'Ivoire, qui sont des pays côtiers, donc qui sont en rapport avec l'occidentalisation. Il se passe des choses dans les villes, donc la modernité est en cours. Et ils travaillent sur ces choses-là, juste par exemple la prostitution, parce que ces gens y vivent. Ils sont à Abidjan, ils sont à Accra, donc ils ont, en une semaine, ils travaillent, ils font des choses, le soir ils vont au bal, ainsi de suite, bon, bref, ils vivent. Et il est allé, il a enquêté, il a mis des enquêteurs, il a mis une équipe, des enquêteurs, à la fois ce que je disais sur l'expression de la prostitution et tout ça, comment vous vivez et autres. Comment vous vivez, ça nous ramène à son film qu'il a fait en France, sur le bonheur, chronique de l'été. C'est des questions comme ça qui se posaient à lui quand il le fait avec Edgar Morin, quand il parle de s'intéresser enfin à la tribu des Parisiens. Oui. On met bien sûr des guillemets en sachant que l'ethnologie d'alors était obsédée par l'approche tribale des choses, oui, alors qu'il avait dépassé ça depuis très longtemps. Il était très en avance sur son temps. En fait, la question de la réflexivité, il l'avait introduite bien avant qu'on la découvre au Tourin, il n'allait pas trop loin, pour aller vite. Et puis, dernière petite chose par exemple, c'est le lien, le rapport que certains Africains ont pu avoir avec lui. Alors, c'est une question de génération, parce que c'est Ben Ousmane, par exemple, tout en étant coupé avec lui dans un rapport conflictuel, tout le regarde comme des aisselles, donc c'est la pensée politique d'une époque. Et après les enfants qui viennent lui demander des choses, ou simplement le lien qu'il a noué avec ses propres informateurs, qui lui disent, écoutez, nous on ne veut pas que telle et telle chose d'info qu'on t'a donnée soit révélée, parce que l'Occident n'a pas de frein à la connaissance, et quand ils lui disent ça, ce n'est pas pour ne pas donner puisqu'ils lui ont donné. C'est pour préserver la vie et la paix sociale chez eux. C'est-à-dire que l'on vous donne des secrets, mais on ne peut pas non plus les mettre à portée de n'importe qui, ainsi de suite. Donc, c'est des choses très très délicates en fait. Donc il a noué tout ce type de relation avec les gens. Et, à un très grand âge, il avait encore trouvé le moyen de se rendre en Afrique pour un festival, parce qu'il se considérait comme cinéaste nigérien. C'est à cette époque-là qu'il a trouvé la mort dans un accident de voiture. Ouais. Il y a 87 ans, donc c'était pas raisonnable. Mais bon, on n'arrête pas un monsieur comme ça, parce que il était sur une route et voilà. Et d'ailleurs, il est enterré à Niamey, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Il est enterré à Niamey, l'ironie de la chose, comment dire, le plus étonnant, le hasard hallucinant, c'est-à-dire que sa tombe se trouve de l'autre côté du mur, il avait son bureau quand il était jeune. Et que les travaux publics, juste le cimetière de Niamey. Incroyable. Son bureau était là, et en fait, il est juste derrière le mur, j'étais sur sa tombe. Il me dit, ouais, il y a des histoires une boucle de destinée assez curieuse et étonnante. C'est un Nigérien, quoi. C'est ça. Et là, désormais, il est considéré comme faisant partie des divinités qui voguent sur les rives du fleuve Niger. Donc, il est peut-être possible de le rencontrer à travers un rituel de possession. Si ce n'est pas encore déjà fait, oui, tôt ou tard. Est-ce qu'on va pas raconter Je ne suis pas sûr.
Là, il doit être présent, forcément. Il est forcément présent, oui. C'est pas un destin comme un autre, quoi. Oui, c'est sûr. Je sais que les Chinois sont arrivés dans les rituels de possession, ça c'est sûr. Ça, je sais, je l'ai vu, mais bon. Mais il est assez. Il est assez chez lui au Niger, quoi. Voilà. Merci infiniment, parce que je trouve que c'est une parole qui non seulement est passionnante, puisque ça aborde cette, caractère tellement prolifique et tellement protéiforme de son œuvre que c'est tout à fait passionnant d'avoir cette discussion. Mais en plus, je trouve que c'est un récit assez émouvant aussi que vous faites de restituer son humanité aussi. Merci à vous. Merci pour ça. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.